Je continue l'article 23, et voilà l'AMI qui est de retour. Voilà. Ça, c'était ce qui était dans l'AMI. C'est-à-dire qu'on met en place un mécanisme de règlement des différends investisseurs-État. Ce qui est déjà comique, c'est que la première partie de l'article est modifiée par la deuxième partie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'investisseurs-État, il s'agit aussi de toutes les autorités infranationales. Donc aussi les régions, les départements et les communes. Donc on peut dire investisseurs et pouvoir public, à quelque niveau que ce soit. De quoi s'agit-il? C'est quoi un mécanisme de règlement des différends? Il y en a un à l'OMC, mais ce n'est pas à ça qu'il est fait allusion. Alors on parle parfois de tribunal arbitral. Je n'aime pas beaucoup cette expression, parce qu'un tribunal, nous savons ce que c'est. C'est une institution composée de magistrats, formés pour ça, et encadrés par des lois. Un groupe d'arbitrage ou un mécanisme d'arbitrage, c'est une structure créée, composée de personnes privées, choisies par les parties. Un tribunal est une institution permanente. Un mécanisme d'arbitrage est créé au cas par cas selon les opportunités. Un tribunal siège en public. Sauf, vous me direz, si c'est un mineur, alors c'est le huis clos. Mais la règle, c'est la publicité des débats. Un groupe d'arbitrage fonctionne à huis clos. Un tribunal, quand il a pris sa décision, son jugement, il est susceptible d'appel. Même quand on va en cour d'appel, on peut encore aller à la cour de cassation s'il échait. Un mécanisme d'arbitrage prend sa décision, elle est immédiatement exécutoire et elle n'est pas susceptible d'appel. Un exemple, à 90%, le groupe d'arbitrage créé dans l'affaire Tapie. C'est ça. Je dis à 90% parce qu'on a utilisé une procédure d'appel dans l'affaire Tapie, alors que dans ce qui est évoqué ici, il n'y en aura pas. Ça, c'est l'article 23 qui concerne les investisseurs. Mais vous avez un article 32 qui parle des normes sociales et environnementales et qui dit qu'il y aura aussi, pour les normes sociales et environnementales, un mécanisme de règlement des différends. Et vous avez un article 45 qui dit qu'il y aura, pour toutes les matières couvertes par l'accord, un mécanisme de règlement des différends. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on va transférer de nos tribunaux officiels, de nos juridictions officielles, le pouvoir de trancher un conflit entre une firme privée et des pouvoirs publics à des groupes d'arbitrage, c'est-à-dire au secteur privé. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'on est en train de voir là la réalisation du vœu de Rockefeller? Parce que c'est quoi le boulot d'un gouvernement? C'est de faire des normes, c'est de légiférer avec le Parlement. Mais si désormais les conflits sur des normes sont tranchés par des groupes privés, eh bien c'est au secteur privé qu'on aura transféré l'essentiel de définir quoi? Nos choix de société. Et mon interprétation n'est pas celle d'un obsédé excité par la chose. Je vous rappelle quand même qu'un membre du gouvernement de Mme Merkel, qui est favorable à la négociation, devant le Bundestag, a posé la question, mais pourquoi donc les firmes privées ne feraient-elles plus confiance à nos tribunaux nationaux? Conséquence, il s'agira de donner le pouvoir aux firmes privées de poursuivre les États et les collectivités locales devant un mécanisme contraignant qui n'appartient pas au système judiciaire. Et voilà quelques exemples. Vous me direz que c'est peut-être un peu de la politique fiction. Je vous montrerai tout à l'heure que ce n'est pas de la fiction du tout. Chevron pourra faire annuler l'interdiction d'exploiter le gaz de schiste. Philip Morris pourra faire disparaître les mentions le tabac tue sur les paquets de cigarettes. Et la National Rifle Association, le lobby des marchands d'armes américains, pourra considérer que les législations en vigueur dans nos pays sont restrictives
à la liberté de vendre des armes. Alors ici, je dois faire une petite précision parce que Madame Fleur-Pellerin, encore elle, quand elle était ministre du Commerce extérieur dans le premier gouvernement de Valls, a dit nous nous sommes battus et on a obtenu que les industries d'armement échappent à l'accord. Elle ne s'est jamais battue du tout parce qu'il est prévu dans les accords de l'OMC et il est fait explicitement référence dans le mandat européen de négociation pour le grand marché que les industries d'armement échappent. C'est, dans la mondialisation libérale, le seul secteur qui échappe aux règles mondiales. Mais pas le commerce libre des armes. La fabrication des armes reste de compétence de souveraineté nationale, les industries d'armement, mais pas le commerce. Voilà. Bon, alors maintenant, on passe à un article suivant, c'est le 24. Ça va? Vous tenez le coup? Bon, parce que c'est une grosse tartine, là, vous voyez? Ça, c'est sur les marchés publics. Mais les marchés publics, c'est un des outils de la gestion publique. On fait des appels d'offres au niveau communal, on fait au niveau du département, au niveau de la région, au niveau de l'État, dans toutes sortes de secteurs, pour construire un pont, une école, un dispensaire, que sais-je. Eh bien, la volonté, c'est que les marchés publics soient ouverts à toutes les entreprises du grand marché euro-américain. Avec, et c'est bien dit, hein, à tous les niveaux administratifs, national, régional et local. Comme c'était dit d'ailleurs pour les investissements précédemment, vous l'avez vu, hein, c'est la 3e fois qu'on nous dit ça s'applique à tout. Dans le secteur des services publics, couvrant des entreprises, les opérations d'entreprises qui opèrent dans ce domaine et assurant un traitement non moins favorable que celui accordé aux fournisseurs établis localement. C'est le traitement national, ça. Hein, vous vous rappelez? L'accord doit également inclure des règles, vous rappelez la définition, et des disciplines pour surmonter les obstacles qui ont un impact négatif sur les marchés publics, y compris des exigences de localisation et de production locale. Ce qui veut dire que si demain, Versailles fait, la municipalité fait un appel d'offres et qu'elle met dans cet appel d'offres pour celui qui devra répondre, qui devra s'installer sur le territoire de la commune de Versailles et qui peut-être devra faire appel à des sous-traitants situés sur le territoire de la commune de Versailles, ça, ce sont des exigences de localisation et de production locale, c'est interdit. C'est fini. Ce qui veut dire que les pouvoirs des municipalités en matière d'appel d'offres, mais aussi des départements, des régions et de l'État lui-même, vont être gravement affectés, et notamment pour favoriser l'activité économique locale, départementale, régionale ou nationale. Article suivant, là, on est dans les barrières non tarifaires qui ont changé de nom. Ce n'est plus des barrières, c'est des obstacles. Des obstacles qui sont considérés comme inutiles. Et on a un niveau ambitieux, de nouveau, de compatibilité de la réglementation des biens et des services. Donc là, l'idée est bien clairement indiquée qu'on va prendre les normes en vigueur chez nous, dans chacun de nos pays, parce qu'elles ne sont pas les mêmes. Hein. On n'a pas beaucoup uniformisé les normes au niveau européen, et les normes en vigueur aux États-Unis pour atteindre un haut niveau de compatibilité. Mais on ne vous dit pas ce que je vous expliquais tout à l'heure, la doctrine de tous les accords de libre-échange aujourd'hui, depuis l'OMC, c'est d'aller vers le plus petit dénominateur commun. Et on fait évocation d'harmonisation, quel beau mot utilisé à de bien mauvaises fins, et puis de la reconnaissance mutuelle. Alors là, je voudrais m'arrêter une seconde parce que c'est un piège à cons. Et je n'aime pas qu'on nous traite pour des cons. C'est quoi la reconnaissance mutuelle? Je reconnais les règles qui existent chez toi, tu reconnais celles qui existent chez moi, donc tu peux appliquer les tiennes chez moi. Ça ne vous rappelle rien? C'était dans la proposition de directive Bolkestein. C'est le principe du pays d'origine. On appelle ça la reconnaissance mutuelle, c'est tellement mieux dit. Hein? Bon, voilà. Alors, donc on est dans les normes, dans les barrières
ou dans les obstacles non tarifaires, 4 matières sont particulièrement visées. D'abord, les mesures sanitaires et phytosanitaires, c'est-à-dire la santé des humains, des animaux et des plantes. Que dit le texte? L'accord, oui, on va partir de l'accord qui existe déjà à l'OMC et d'un accord vétérinaire qui existe déjà entre les États-Unis et l'Union européenne pour aller plus loin. Et puis, dit le texte européen, avec l'exigence que les protections soient basées sur des preuves scientifiques. Je vous disais tout à l'heure, à propos du bœuf aux hormones de croissance, les Américains considèrent que ça n'a pas de fondement scientifique de l'interdire. Ils n'en meurent pas, disent-ils. Mais ils ne font pas les mêmes études sur les origines du cancer que nous avons déjà chez nous. Même chose pour les organismes génétiquement modifiés. Même chose pour le porc élevé à la ractopamine, qui font qu'on a des jambons comme ça. Même chose pour le poulet chloré. Pour les États-Unis, ce n'est pas considéré comme fondé scientifiquement. Mais ce ne sont pas les États-Unis qui disent qu'il faudra que ce soit fondé scientifiquement. C'est le texte européen. C'est le texte que nos gouvernements ont approuvé. Moi, quand j'apprenais à négocier, parce que ça faisait partie de mes études, mais on me disait toujours, tu ne dois jamais te mettre sur le plan de l'adversaire, sur le terrain de l'adversaire. Jamais. Tu perds la moitié de ta négociation avant de commencer. Bon, c'est ce qu'on fait. 2, les réglementations techniques. Je vous en parlais tout à l'heure, on en a plein. On en a, et on a on a du marquage. Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, peu importe. Sur beaucoup de choses, on a le contenu. Alors, c'est encore très imparfait, parce que moi, je considère que quand on nous donne un code, il faut avoir fait quoi? Bac plus 5 en chimie pour comprendre. C'est insuffisant. Mais malheureusement, la Commission européenne, dans un document de négociation qu'elle a remis au comité 207, dit que les exigences de marquage doivent être limitées à ce qui est l'essentiel et le moins restrictif pour le commerce. C'est important de savoir ce qu'il y a dans un produit. C'est important quand on va acheter un médicament. Vous savez, on a des papiers qui se déplient là jusqu'à plus finir parce que c'est dans beaucoup de langues maintenant. Mais c'est important de savoir s'il y a des contre-indications ou pas. Voilà ce qu'on parvient à nous dire. Le moins restrictif pour le commerce. Parce que le commerce passe avant la santé ou la sécurité. 3e domaine, on nous dit qu'on va avoir des disciplines qui seront transversales, donc qui vont s'appliquer à toutes les matières indifféremment, pour avoir une plus grande compatibilité des réglementations sur les biens et les services. Et puis 4e, là c'est très intéressant, parce qu'on a une énumération précise de secteurs où ils vont essayer d'aller jusqu'à la plus grande réduction des réglementations. L'automobile, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques. Alors, vous avez vu comment ils disent ça? Les industries de la santé. Parce que pour ces gens-là, la santé, c'est une industrie. Quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, ça ne vient pas. Ça ne vient pas de la Commission européenne. Ça ne vient pas de nos gouvernements. Ça vient des lobbies. Et j'avais fait dans un bouquin que j'ai écrit il y a quelques années, qui s'appelait « Europe, la trahison des élites », la comparaison entre les directives européennes ou même certains traités et ce qu'on trouvait dans la littérature des grands lobbies. Parfois, c'était le même texte à la virgule près. Ou les mêmes expressions. Dans le monde des affaires, on parle d'industrie de la santé. Je ne pense pas que nous considérions la santé comme une industrie. Les technologies de l'information et de la communication, les services financiers. Les services financiers. Alors là, je vous donne une petite information qui date du mois de juillet. C'était pendant la session de négociation de juillet. Les États-Unis, c'est amusant, ils veulent qu'on libéralise tout, mais pas les services financiers. Pourquoi? Parce que les États-Unis veulent garder le statut du dollar comme monnaie pour les transactions internationales. Et donc, ils ont peur qu'on touche à ce statut-là. Mais alors, le fin du fin, c'est encore autre chose. M. Obama a fait prendre quelques mesures après la crise financière de 2008 que nous n'avons pas prises chez nous.
Alors, ce qui se passe, c'est que ce sont les banques américaines qui font pression sur les banques européennes pour obtenir les services financiers dans le texte. Conséquence, eh bien, si ça se réalise, on va voir progressivement le démantèlement complet de notre appareil législatif et réglementaire dans les domaines que j'ai cités, puisque ce sera chaque fois considéré comme un obstacle excessif à la libre concurrence. Les droits de propriété intellectuelle, je vous ai dit, c'est un des grands accords de l'OMC. Je pourrais parler longtemps, parce que il y a d'abord une contradiction. On veut le libre-échange absolu, mais on protège les droits de propriété intellectuelle. Et donc, nous avons un couplet sur la grande valeur apportée par les parties à la protection de la propriété intellectuelle. Il y a un accord à l'OMC là-dessus. Et ce à quoi nous assistons, c'est un usage scandaleux de cette protection. Là, il y a de la protection, alors qu'on veut la faire disparaître partout ailleurs. Un usage scandaleux, je vous donne 2 exemples. Dans le domaine de la santé, au nom de la protection de la propriété intellectuelle et notamment des médicaments, on a une offensive contre les médicaments génériques. Une offensive qui se traduit concrètement, je vous donne un exemple que je connais fort bien. Il y a pour le moment une négociation entre l'Union européenne et l'Inde. Vous savez que l'Inde est avec le Kenya, l'Afrique du Sud, et j'oublie 1 ou 2 autres pays, un des principaux producteurs de médicaments génériques qui servent à la lutte contre les plus grandes pandémies qui tuent le plus, le sida, la tuberculose et le paludisme. L'Union européenne fait pression sur l'Inde pour qu'elle n'exporte plus ces médicaments génériques. L'Union européenne n'a pas le pouvoir d'interdire à l'Inde de produire des génériques. Il ne manquerait plus que ça. Mais elle a, au nom de l'application des droits de propriété intellectuelle, elle essaye en tout cas d'obtenir que l'Inde n'exporte plus du générique. Moi, je suis au courant de ça à l'occasion d'une anecdote que je vous raconte rapidement. J'étais au Cambodge l'an passé et je rendais visite à un ami qui se trouvait être l'ambassadeur de l'Union européenne. Et au moment où j'entre dans l'ambassade, sort une délégation dans laquelle je reconnais le responsable de Médecins sans frontières, celui de Médecins du Monde, donc des Français, mais pour le Cambodge, plus des Cambodgiens qui travaillent dans le secteur de la santé. Et je demande à l'ambassadeur, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Je suis toujours très curieux, moi. Et il me dit, mais ils viennent de me remettre une lettre que je dois envoyer à Bruxelles, dans laquelle ils disent, mais si nous ne pouvons plus acheter à l'Inde des génériques pour soigner le sida, pour soigner la tuberculose, pour soigner le paludisme, nous ne pourrons plus les soigner. Et il demandait donc à l'Union européenne d'arrêter de faire cette pression. Mais elle le fait en vertu de cet accord sur les droits de propriété intellectuelle. S'il n'y avait pas cet accord, Monsanto ne ferait pas d'OGM. Monsanto n'aurait aucun intérêt à produire des semences qui ne germent qu'une fois. Ce sont des usages abusifs des droits de propriété intellectuelle, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, où la volonté affichée, il faut lire les brochures de ces grandes multinationales de l'agroalimentaire comme Nestlé, comme Danone, comme Monsanto ou d'autres. Ce qu'ils veulent, c'est capter la chaîne alimentaire de la semence à l'assiette, grâce à cette législation sur les droits de propriété intellectuelle. Alors, je sais bien que nous sommes en Île-de-France, qui n'est pas une région particulièrement réputée pour son vin, mais il se trouve que moi, j'ai fait un livre sur les menaces sur le vin provoquées par les propositions de la Commission européenne. Et donc, en plus, je viens du Roussillon, je suis extrêmement sensible à la question du vin. Et quand j'ai vu que sur un texte qui fait 46 articles, il y en avait un tout entier consacré au vin, je me suis dit, il faut faire gaffe. Parce que la volonté des États-Unis, là, c'est eux qui le demandent. Mais bon, les Européens se prêtent à ça. C'est de pouvoir importer, ou exporter plutôt chez nous,
un breuvage qu'eux appellent vin, mais qui ne correspond pas à nos règles de vinification, à nos règles œnologiques, à nos exigences en matière de plantation. Et en plus, les États-Unis, je vous l'ai dit tout à l'heure, veulent mettre fin aux indications géographiques protégées. Il y a un article sur l'énergie, et pour aller vite, je vous demande de lire simplement la dernière ligne. Garantir un accès libre et durable aux matières premières. Garantir à qui? Aux firmes privées. Ça veut dire que ce que je vous racontais tout à l'heure sur la spécificité des pays d'Europe quant à leur conception de l'État, nous y renonçons. Nous renonçons à la souveraineté des pouvoirs publics sur notre sol et sur notre sous-sol qu'on livre aux firmes privées. Avec ça, la loi qui interdit la prospection et l'exploitation de gaz de schiste, elle ne tient plus 24 heures. Et moi, là, je n'hésite pas à parler de trahison de la part de nos gouvernants. Parce que ils livrent notre sol et notre sous-sol aux firmes privées comme jamais ce ne l'a été, en tout cas dans nos pays européens. Alors là, quand j'ai lu cet article, je me suis demandé qu'est-ce qui s'était passé le 14 juin 2013 à Bruxelles. Est-ce qu'il y avait eu un vent porteur d'Alzheimer ou bien un accès subi d'amnésie? Mais écrire, quand on se trouve en 2013, c'est-à-dire 5 ans après la plus grande crise financière qu'on ait connue depuis un siècle, qu'il faut continuer la libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux, ça veut dire qu'on ne retient aucune leçon de la crise financière et du rôle des spéculateurs financiers. Alors tenez-vous bien, dans ce document qui est secret et qui n'existe officiellement qu'en anglais, que le gouvernement français a refusé de rendre public, comme d'ailleurs la Commission européenne. Dans ce document, donc, qui est secret, tenez-vous bien, il y a un article sur la transparence. Ils osent, hein? Mais ce n'est pas la transparence pour nous, c'est la transparence pour les firmes privées. C'est la transparence, c'est le droit des firmes privées d'être informées non seulement des législations et des réglementations en vigueur, mais de toute initiative nouvelle qui serait prise et qui réclamerait qu'elle soit consultée. Nous arrivons à la fin. Je dois vous montrer, je le disais souvent pour faire rire un petit peu, surtout les dames. Vous savez, les Romains avaient un principe. En latin, on disait « in cauda venenum ». C'est dans la queue que se trouve le poison. C'est dans la queue de ce texte, donc dans les 2 derniers articles, enfin le 43 et le 45, que se trouve le pire. On va donc mettre en place une structure institutionnelle dont on nous dit qu'elle va garantir le suivi efficace de l'accord et qu'elle poursuivra la réalisation progressive de la compatibilité des régimes réglementaires. Donc, on va avoir une structure qui va chapeauter États-Unis et Union européenne. Monsieur de Gucht lui a déjà donné un nom, c'est Comité pour la coopération réglementaire. Encore une fois, on assiste à quelque chose qui est typique des textes européens. L'intitulé dit le contraire de ce que dit le contenu. Parce que vous conviendrez avec moi qu'il s'agit de déréglementer. Mais la structure va s'appeler coopération réglementaire. On ne sait pas de qui elle va être composée, comment elle va être composée, qui va la contrôler. On n'a qu'une petite indication, c'est Madame Clinton qui a dit « mais ça c'est un OTAN économique ». On sait qui dirige l'OTAN. Mais je voudrais, au-delà de ça, attirer votre attention sur quelque chose qui est capital. Dans cet article, il y a une monstruosité. On met en place une structure qui va poursuivre la négociation sur les matières qui n'auront pas fait l'objet d'un accord dans la négociation présente. Et la Commission a confirmé ce qui était mon interprétation il y a 1 an, c'est que
les accords qui interviendront dans le cadre de cette structure supranationale ne passeront plus devant les États. Qu'est-ce que ça veut dire? 1, qu'on crée une institution supranationale contraignante. 2, que ça ne sert à rien quand les parlementaires de la majorité d'aujourd'hui viennent nous dire on va faire tomber ça, on va veiller à ce qu'on ne touche pas aux normes sociales, on va enlever le mécanisme des règlements des différends, parce que tout ce qu'on pourra toucher à la négociation présente sera à l'ordre du jour de la négociation qui suivra à un niveau où nous ne négocierons plus, où nous n'aurons plus de pouvoir, parce que, je vais y venir, nous en avons encore pour le moment. Ça, c'est la démonstration qu'il faut rejeter ce texte en bloc, qu'il ne faut pas tomber dans le discours « on va l'améliorer ». Parce que ce qui ne sera pas dedans, jugé mauvais ce coup-ci, sera confié à une structure qui nous l'imposera dans un deuxième temps, sur laquelle nous n'aurons plus rien à dire. Ce texte n'est pas amendable, ce texte est à rejeter en bloc. Et puis, l'autre article, c'est la généralisation du système de privatisation de la justice à l'ensemble des matières couvertes par l'accord. L'accord comprendra un mécanisme approprié de règlement des différends qui garantira que les parties respectent les règles convenues. Voilà. Alors, je dois, par honnêteté, vous dire qu'il y a un paquet d'articles qui disent exactement le contraire de ce que je vous dis depuis à peu près 2 heures. Il y a toute une série d'articles qui expriment le vœu qu'on ne touche pas aux normes sociales, qu'on ne touche pas aux normes sanitaires et environnementales. C'est un vœu parce que le verbe utilisé n'est pas l'indicatif présent, mais le conditionnel présent. Or, je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais ils savent que le temps de la contrainte, c'est le présent. Et en plus, on invoque les conventions de l'OIT, la convention de l'UNESCO, les conventions environnementales internationales, alors que les États-Unis ne les ont pas ratifiées. Comment peut-on s'appuyer sur quelque chose que le partenaire n'a pas ratifié pour se protéger? Un petit mot sur la culture, parce qu'il y a eu un tel baratin, et ça continue. Je crois que le Premier ministre a encore invoqué qu'on a sauvé l'exception culturelle. Alors, que dit le texte? D'abord, l'article 6 nous dit qu'on mettra dans le préambule toutes ces belles choses. Je dois vous faire un tout petit peu de droit. Il y a une grande différence entre le droit français et le droit international par rapport à la valeur juridique d'un préambule. Dans notre droit, le préambule, par exemple, de la Constitution de la Ve République vaut Constitution. Il est donc d'application. Dans le droit international, un préambule, c'est du vent. C'est du baratin. Donc ça, c'est du baratin. Alors, moi, je me suis posé... Oui, en plus, je le rappelle, les États-Unis n'ont pas signé la Convention UNESCO. Je me suis posé la question parce que, je vous le disais tout à l'heure, la ministre du Commerce extérieur, au moment d'approuver le mandat, c'était Madame Brick. Alors, mon interrogation, c'était de savoir quelle était la pierre qu'avait apportée Madame Brick à cette affaire. Voilà la pierre de Madame Brick. Les services audiovisuels ne sont pas couverts par ce chapitre. Les services audiovisuels, pas les théâtres, pas les opéras, pas les bibliothèques, pas les musées, pas les archives, pas le patrimoine. L'exception culturelle, c'est tout. Non, il n'y a que ça qui est. Et encore. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, le 14 juin au soir, à la télé, qu'est-ce qu'il a dit, M. Barroso, ce grand ami des peuples? Les Français, c'est des réactionnaires. Et il a obtenu ça, lui. Il a obtenu que, s'il le souhaite, lui ou son successeur, enfin la commission, elle pourra revenir devant le Conseil des ministres avec les services audiovisuels pour qu'ils soient dans la négociation. Donc la protection, elle est temporaire. À mon avis, ils reviendront entre le 14 juillet et le 15 août l'an prochain. Bon, on a fini avec le texte, mais je dois quand même vous dire quelques mots des avantages, des bienfaits. Non? Si, il y en a, paraît-il. Alors, tout ce que je vous dis n'est pas démenti. Bon,
la Commission a commandé à un institut fort respectable, même s'il a beaucoup travaillé pour les banques, une étude pour anticiper qu'est-ce que donc, la création de ce grand marché allait apporter en termes de croissance et d'emploi. Et nous avons donc cette étude que, d'ailleurs, si vous prenez l'intitulé anglais et que vous allez sur Internet, vous tomberez sur le site et vous trouverez l'étude. C'est comme ça que je peux vous dire ce que je vais vous dire maintenant. C'est qu'à propos de cette étude, on est victime, nous, citoyens et citoyennes, d'une formidable malhonnêteté intellectuelle. Je sais bien que le mensonge est devenu une méthode de gouvernement, mais poussé à ce point-là, parce que les auteurs de cette étude, qui sont des gens sérieux et honnêtes intellectuellement, ils disent, je résume, on nous a demandé mission impossible. D'abord, comment traduire en emploi créé la modification de la législation sur la fabrication du lait ou d'une automobile? On peut peut-être traduire en emploi créé l'impact sur un secteur dont on aurait supprimé les droits de douane. Mais changer la norme technique ou la norme sociale ou la norme environnementale, comment peut-on dire que 3 ans plus tard, ça va produire autant d'emplois? Et donc, ils disent, nous sommes incapables de fournir des prévisions à court terme. Bon, alors qui prévoit à quel terme? À l'horizon 2027, dans 13 ans. Ça, on ne vous dit pas, hein? On ne vous dit pas. D'ailleurs, ils ne vous disent rien. Ni nos journalistes, ni notre gouvernement, ni la Commission européenne ne vous ont dit ça et ça. Parce que dans 13 ans, ça fera 0,5% d'augmentation du PIB et entre 400 et 500 000 emplois. Par contre, ils nous disent que chaque année, ça fera 527 € en plus pour chaque Européen. Ça ne se trouve pas dans le rapport. Alors, depuis qu'il y a cette étude, il y a 4 autres instituts de niveau universitaire dans différents pays qui ont sorti la leur. Et parmi ces 4, il y a l'Institut Bertelsmann, qui est un grand institut allemand, qui est d'habitude consulté par le gouvernement allemand, et qui dit quoi, lui? Il ne dit pas 2027, il dit 2029. Il ne dit pas 0,5, il dit 0,8. Il ne dit pas 500 000, il dit 800 000. Et quand je regarde les 5 études, pas une ne donne au moins 1% d'augmentation du PIB. Pas une ne donne au moins 1 million d'emplois en 2027 ou en 2029. Ce n'est pas un traité pour la croissance et pour l'emploi. C'est un traité pour donner le pouvoir aux firmes privées. Parce que si par malheur, cet accord, dans les termes du mandat européen, devient la réalité, alors, pour le privé, ce sera tout de suite ça, 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 ça et ça. Vous allez peut-être me dire que j'exagère, que tout ça, c'est pas possible. J'aimerais bien. Je serais ailleurs, vous aussi, on aurait peut-être un peu moins chaud, on pourrait se désaltérer. Mais malheureusement, nous avons un exemple vivant, grandeur nature, et en plus sur 20 ans. C'est ce qui s'appelle l'ALENA. L'ALENA, l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord, qui lie depuis 20 ans le Canada, les États-Unis et le Mexique, nous donne de fameuses leçons. Parce que, et ça aussi, grâce au fait qu'au Canada, il y a le Québec, donc il y a une version en français de l'ALENA que vous trouverez sur Internet. Et vous pouvez comparer l'accord de l'Amérique du Nord avec l'accord, enfin le mandat européen de négociation, c'est presque un copier-coller. Eh bien, au mois de janvier de cette année-ci, c'était le 20e anniversaire de la signature, en anglais c'est NAFTA, ALENA, et ça c'en est un, mais il y en a au moins une dizaine de bilans de 20 ans d'ALENA. 20 ans d'ALENA, c'est-à-dire 20 ans de grand marché transatlantique, si vous voulez. Alors regardons quelques points intéressants de ce bilan. Sur les salaires, ce sont les salaires mexicains qui ont tiré vers le bas les salaires américains
et les salaires canadiens. Et là, nous pouvons déjà nous rendre compte de la plausibilité de la chose, puisque depuis qu'on a fait le grand élargissement, eh bien, il y a une sorte d'alignement progressif des salaires de ce qui s'appelait autrefois l'Europe occidentale sur les salaires des pays de l'Est de l'Europe qui nous ont rejoints, puisqu'on fait jouer la concurrence entre eux. Plus fondamentalement, mais en tout cas les salaires, ce n'est pas dérisoire, c'est ce que nous disent les Canadiens qui sont extrêmement sévères là-dessus. C'est que les États-Unis ne respectent pas leurs engagements. Ils continuent de financer leurs géants industriels et leurs géants agricoles. Et les Canadiens le disent en tout monde. La signature des États-Unis n'est pas digne de confiance. Ils écrivent ça. Des instituts universitaires indépendants le disent. Mais on en a encore un exemple que j'ai rappelé ici. Monsieur Obama, pendant sa première présidence, signe un accord de libre-échange avec la Corée du Sud. Monsieur Obama, pendant sa deuxième présidence, bafoue cet accord pour protéger Apple contre Samsung. La loi pour les États-Unis, c'est la loi qui convient aux États-Unis. Ce n'est pas la même chose. Il y a un peu plus de 20 ans, dans la Constitution du Mexique, un article qui protégeait certains territoires des peuples premiers. Un investisseur américain a considéré que c'était une limitation intolérable à son droit d'investir. Et il a donc demandé au secrétariat de l'ALENA de créer un groupe d'arbitrage pour attaquer le Mexique et sa constitution. Et il a obtenu gain de cause. Et le Mexique a été placé devant l'obligation soit de payer des compensations à cet investisseur, soit de supprimer cet article de sa constitution. Et il a supprimé l'article de sa constitution. Il y a un peu plus de 20 ans, le Mexique était exportateur net de produits agricoles. C'était un peu le grenier à maïs de l'Amérique, de l'ensemble de l'hémisphère américain. 20 ans d'ALENA plus tard, il est importateur net de produits agricoles et entre 3,5 millions et 5 millions de paysans ont perdu leur emploi dans l'agriculture. C'est exactement ce que redoute pour nous le professeur Berthelot. Et puis, quant au mécanisme de règlement des différends, ce que les Canadiens nous disent, c'est qu'ils ont été attaqués 30 fois par des firmes américaines. Des firmes américaines ont attaqué 30 fois le gouvernement canadien pour une loi, pour une décision. Le Canada a perdu 30 fois. Perdre, ça veut dire aussi avoir à payer des compensations considérables. Le Mexique a été attaqué 5 fois par des firmes américaines, il a perdu 5 fois. 26 firmes canadiennes et mexicaines ont déposé plainte contre les États-Unis, elles ont perdu 26 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mécanisme d'arbitrage, c'est un leurre. C'est un truc qui a été inventé, qui est génial du point de vue des hommes d'affaires, pour donner le pouvoir au secteur privé. C'est ça la leçon de 20 ans d'ALENA. Alors, pour conclure et pour terminer, je voudrais citer avec vous ce que disait devant l'Assemblée générale de l'ONU le président Salvador Allende en 1972, au mois de septembre, un an avant le coup d'État. Nous faisons face à un conflit frontal entre des entreprises transnationales et les États. Ceux-ci sont court-circuités dans leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires, par des organisations globales qui ne dépendent d'aucun État et dont les activités ne sont contrôlées par aucun Parlement ni aucune institution représentative de l'intérêt collectif. Un an plus tard, vous le savez, il était renversé par le coup d'État de Pinochet, un coup d'État duquel la préparation avait été confiée
à des services installés dans les locaux de la multinationale ITT. Nous avons l'exemple de ce qui s'est passé en Amérique latine. Parce que le Chili est devenu, avec Pinochet, un véritable laboratoire du néolibéralisme exacerbé qui se trouve dans le projet européen de négociation avec les États-Unis. Et pas seulement le Chili et d'autres pays. Nous observons aujourd'hui, difficilement certes, qu'un grand nombre de pays d'Amérique latine essayent de s'émanciper de la tutelle américaine et qu'ils viennent même d'envisager avec d'autres de créer leur propre FMI et leur propre Banque mondiale. Nous avons l'exemple de l'Amérique latine, nous avons l'exemple de l'ALENA. Il appartient à chacune et à chacun d'entre nous de faire en sorte que le grand marché transatlantique ne devienne jamais une réalité. Merci de votre attention.